adolescents et adultes. Voilà, par le passé, j'ai eu, la possibilité donc de prendre, en séance, des personnes atteintes des maladies, donc infantile, on va dire, hein, donc j'ai travaillé pour l'association des paralysés de France, avec des enfants avec handicap moteur et des handicaps associés aussi pour les handicaps. J'ai aussi, été intervenante pour l'association Huntington Avenir pour les maladies neurodégénératives, donc de cette maladie et les malades. Et puis, actuellement, je travaille pour une association où on prend en charge les enfants et les adolescents des 3 à 16 ans, pardon, avec, différents troubles, voilà, pas forcément liés à la santé, hein, mais voilà, à différentes souffrances. Donc j'ai un cabinet, où j'exerce en libéral depuis 10 ans et dans le cadre de Débra France, donc je propose des visioconférences, pour, voilà, dans un premier temps, pouvoir, franchir le pas, on va dire, de la prise en charge psychologique dans un premier temps. Voilà, donc après ça se passe assez facilement, hein. Debra communique, mon lien internet, aux patients qui peuvent prendre, rendez-vous en ligne selon leurs convenances, selon mes propositions. Et puis après, il y a un lien visioconférence ou si les personnes préfèrent téléphonie, le jour de rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça nous tenait effectivement très à cœur que de pouvoir proposer cette prise en charge donc d'une séance par mois, à voir en fonction des besoins, s'il y a des besoins supplémentaires de séances. Mais on est parti sur la base d'une séance par mois pour les personnes qui n'en auraient pas les moyens, donc auprès de Brenda Triana. Et donc, comment se déroule une séance s'il y a des personnes qui se posent la question? Comment ça marche? Alors, quand on va chez le psychologue, il y a souvent un motif de consultation. Il y a une raison qui nous a poussé un peu à soit à franchir la porte du cabinet, soit à franchir le cap de coup de fil, qui fait qu'on prend rendez-vous. Donc, ce motif de consultation va être un peu, entre guillemets, «l'excuse», hein, cette première raison qui fait qu'on s'est dit: «J'ai besoin». Alors, c'est souvent lié à une souffrance, hein. Souvent on est en colère, ou on est triste, ou on est angoissé, ou on a des idées noires, et cetera. Mais en tout cas, on sait qu'on a besoin de parler à un professionnel. Les séances durent en moyenne 3/4 d'heure. On laisse dans un premier temps évidemment libre, parole au patient pour qu'il puisse s'exprimer et étayer, son besoin, hein, de qu'est-ce qu'il vient chercher dans cet espace-là? Pourquoi est-ce que se sent en souffrance, et cetera. Et puis, après évidemment, le psychologue est formé pour écouter et intervenir, de façon à que le patient puisse lui se saisir, apprendre à s'écouter lui-même et petit à petit pouvoir sortir de cette souffrance-là. Voilà. Merci beaucoup, Brenda, Mmh. de ces premiers éléments d'information. Merci à ceux qui nous rejoignent en direct sur Facebook. Merci à tous les participants qui sont avec nous sur Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires sur Facebook en dessous de la vidéo ou sur le chat hein, de Zoom. Ce sera avec plaisir qu'on relaiera ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conséquences au niveau psychologique d'une maladie grave telle que l'épidermolyse bulleuse? Bien sûr. Alors comme toute maladie grave ou rare, il y a plusieurs conséquences, et impacts psychologiques. Déjà, dans un premier temps, quand on apprend la maladie, donc le diagnostic, quand le diagnostic il tombe, c'est quand même, voilà, il y a déjà une information à élaborer. Donc, on peut effectivement, on réagit pas tous de la même manière à une mauvaise nouvelle, hein. Donc, ça peut être le déni, certaines personnes qui refusent de se rendre compte de la gravité ou de l'impact de la maladie, de ce que ça suppose. D'autres personnes qui vont être effondrées, d'autres qui vont être en colère. Bon, enfin voilà. Donc, il y a déjà la première chose, c'est dire le diagnostic. Quand le diagnostic arrive, il faut faire le deuil de la santé, hein, d'une santé qu'on pensait jusqu'à là intouchable. Voilà. Après, il faut se dire que quand on a cette maladie, qu'on doit faire avec une maladie comme l'épidermolyse bulleuse, mais avec une autre, ou avec une autre maladie, il y a souvent
un sentiment qui, des fois, de repli sur soi, de se dire que, voilà, qu'on ne va pas être compris de l'autre, hein, un sentiment d'être seul dans ce qui nous arrive, que les autres ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas à notre place. Et donc, du coup, voilà, il y a comment dire, ce risque de se replier sur soi et de ne pas voir les gens qui ont la main tendue, qui sont là prêts à nous aider, à nous écouter et à nous porter aussi. Il y a donc évidemment du coup une dépression qui est tout à fait probable quand on est dans des moments comme ça. La dépression va amener elle-même des réactions diverses et variées. Certains vont être irritables, hein, socialement, ça va être compliqué parce qu'on va avoir du mal à interagir avec les autres parce qu'on ne se sent déjà pas compris, on se sent seul, on est triste. Donc, du coup, le fait que les autres soient en bonne santé, qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne souffrent pas comme nous, ça peut aussi nous paraître agaçant, vous voyez. Donc, tout ça se mélange en nous, on va dire, entre le chagrin, la tristesse, la colère, un peu comme les phases du deuil, vous voyez, tout ça mélangé en nous. Je pense que c'est quand on arrive finalement à faire le deuil de ce corps malade et accepter que, bon, qu'on a cette maladie, mais qu'on peut aussi vivre avec et quand même avoir le droit d'être heureux, même si les choses sont plus compliquées qu'elles ne l'étaient avant, mais ne pas se nier ce droit, hein, de se dire que il y a quand même une vie, hein, et qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on puisse en profiter avec nos proches de la façon comme soit possible. Oui, c'est très intéressant cette notion de douleur psychologique, hein, également, de difficulté au niveau psychologique. Ça me fait penser la petite vidéo qu'on a partagée cette semaine, traduite de Debra Espagne, où il est demandé à un enfant qui a l'épidermolyse bulleuse, où est-ce que ça te fait le plus mal? Et il répond, c'est dans l'autobus, le regard des autres quand ils s'écartent. Mhm. Et c'est vraiment rigolo la façon dont il a perçu Oui, cette question. oui, il la situait pas dans le corps, mais dans voilà, dans l'espace, ouais. Mmh. Donc, toutes les conséquences Alors, qu'est-ce que ça peut imaginer. c'est Et ça. est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi, du coup, non seulement du patient, mais aussi de la famille, des personnes qui l'entourent? Voilà, parce que du coup, il y a l'impact psychologique pour le patient, mais il y a aussi du coup, effectivement, l'impact psychologique des proches, que eux aussi se sentent impuissants souvent, hein, déjà effondrés de leur côté, parce que effectivement aussi, pour des parents qui apprennent que leur bébé est atteint de cette maladie, donc c'est aussi le deuil du bébé en bonne santé. Et du coup, avec tout ce que ça suppose, hein, les soins, c'est demander si on va y arriver, si on va être à l'auteur, pourquoi est-ce que ça nous est arrivé, pourquoi à notre enfant. Donc la culpabilité, beaucoup des parents, ils se disent: «Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que c'est ma génétique? C'est moi qui lui ai transmis ça?» et cetera et cetera. Du coup, ça, c'est des choses qu'il faut très, très, très vite pouvoir dire pour ne pas s'envenimer avec tous ces sentiments qui ne vont pas aider ni la famille à être dans un état d'esprit et qui va aider l'enfant et que l'enfant, lui, s'il est bébé, bah, vous voyez, il va sentir toute cette tension des parents et donc il pourrait sentir une forme d'abandon. Il faut se dire que c'est très, très important parce que dans les premiers mois de la vie, un enfant, un nourrisson est totalement dépendant de sa mère et que du coup, le lien mère-enfant est extrêmement important donc dans la constitution, hein, de ce devenir de cet enfant, de devenir être, voilà, de devenir individu et que du coup, à ce moment-là, il faut prendre très, très soin de la maman pour qu'elle puisse, elle, à son tour, prendre soin du bébé et que du coup, cette relation mère-enfant ne soit pas un peu en péril, hein, pour le développement après psycho-affectif du bébé. Et voilà, après, l'entourage, on constate, sont souvent, comment dire, mis à l'épreuve aussi parce qu'ils se sont, comme je disais tout à l'heure, impuissants et que des fois, quand on est porteur de maladies de ce type, on peut traverser des périodes d'une détresse telle on ne sait pas comment faire avec cette détresse et on la fait porter à notre entourage. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment des fois être très, très en colère avec tout le monde. Et notre entourage, bah, il sait très bien d'où ça vient, mais ils ne peuvent pas nous aider
Et du coup, ils ne veulent qu'une chose, c'est qu'on soit bien. Donc, ils vont être souvent très maladroits. Ils vont dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ils vont nous protéger peut-être trop ou peut-être des fois pas assez. Voyez, en tout cas, on aurait le sentiment que le curseur n'est pas mis au bon endroit, et d'un côté et de l'autre. Donc, il peut y avoir beaucoup de sentiments d'incompréhension entre les malades et les aidants, famille. Hein, voilà. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile quand on est avec un professionnel. Hein. Il y a moins d'affect et c'est beaucoup plus, on est dans quelque chose de plus neutre. Et donc la personne et le patient est plus à l'écoute du professionnel et le professionnel et va avoir plus, on va dire, une, une forme de diplomatie pour dire les choses qui fera que le patient peut de son côté réfléchir. Voilà. Et merci beaucoup. Je crois que c'est très important, effectivement, de rappeler à tout le monde que la prise en charge des séances psychologiques, ça s'adresse, c'est vrai, aux personnes atteintes, même les enfants, mais aussi aux personnes, aux parents, peut-être aux jeunes parents, comme vous l'évoquiez, qui n'en ont pas les moyens et qui ont besoin, et ça peut être tout à fait vital, d'une aide professionnelle. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche du coup? Pourquoi est-ce que parler à un professionnel, un psychologue, pourquoi ça aide de parler? Alors déjà, depuis la psychiatrie classique, à l'époque de Freud, on avait constaté que le fait déjà cathartique, hein, des catharsis, ce qui veut dire le fait de se libérer par la parole, était bénéfique et soulagé. Hein. Donc avant que toute la psychiatrie existe, les prêtres avaient, dans les religions, avaient un peu, voyez, cet effet-là, c'est-à-dire la confession venait faire que aussi les gens qui avaient le sentiment d'avoir des pensées qui n'allaient pas dans le bon sens ou d'avoir fait des choses qui n'étaient pas correctes, etc., le fait de libérer la parole, ça soulageait quelque chose, voyez. Mais là, on était du côté de la morale. C'était moralisateur, il avait la pénitence, etc. Donc, c'était autre chose. Mais on constatait déjà que les personnes avaient besoin de se confier à quelqu'un et que ça faisait du bien. Les psychologues, évidemment, on n'est pas dans quelque question, ni dans le jugement, ni dans la morale, etc. On est plutôt là à essayer d'aller dans le sens du bien-être de la personne et à l'aider. Donc, pourquoi ça fait du bien? Déjà parce que parler, ça soulage. Des deux, parce que quand on a une écoute professionnelle, c'est-à-dire que les psychologues, ils sont formés pour écouter, pour pouvoir tout entendre, pour n'avoir jamais la prétention de vouloir tout savoir. C'est-à-dire que si un patient ne se sent pas parler de quelque chose, le psychologue ne forcera jamais le patient à parler. Laisser un espace où on dit ce qu'on veut et on se sent dire. Et si on a besoin de temps pour dire les choses, on prendra le temps qui sera nécessaire. Mais on n'aura jamais la prétention de dire au patient, il faut que je sache tout. Non. On commence par se dire, de toute façon, on part du principe que le patient ne pourra pas tout dire et qu'il dira ce qu'il se sent dire. Voyez. Donc voilà. Donc nous, nous sommes formés pour pouvoir tout entendre sans avoir la prétention de tout savoir, pouvoir accueillir toute la parole sans jugement des valeurs, sans moraliser les choses, les personnes, mais plutôt pour les aider à réfléchir à qu'est-ce qui les a des fois mis dans cette situation, comment on pourrait des fois avoir un autre regard sur certaines situations. Donc, c'est, si vous voulez, pouvoir aider à changer une certaine perception qui pourrait nous sortir d'une souffrance dans laquelle des fois on a tendance à s'enfermer. Oui, merci beaucoup. On a parfois des retours de personnes qui peuvent se sentir complètement coincées, se disant personne ne peut me comprendre ou personne ne peut m'aider. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui du coup ne vont pas forcément aller essayer ou chercher une aide. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui seraient dans cette situation? Alors, il y a quelque chose que je dis souvent à mes patients qui se sentent différents. Ça peut être de l'enfant précoce, voyez, à l'enfant qui a une maladie rare, à l'enfant timide qui n'ose pas parler. Je dis toujours quelque chose qui a souvent un effet positif et c'est on est tous différents et on est tous égaux. Nous sommes tous constitués plus ou moins de la même façon, mais nous savons tous nos différences et nos souffrances. Nous pensons que nous sommes seuls au monde à vivre quelque chose, mais dans les coins du monde, nous sommes finalement pareils à d'autres personnes. Voyez, la personne qui est timide pense qu'il est le seul à ne pas réussir à parler, à dire ce qu'il pense. Or, il y a
autour de lui, d'autres personnes comme lui qui n'osent pas non plus. Il n'est pas seul, il ne sait pas qu'il y a d'autres comme lui. La personne qui est malade, il pense, je suis seul, personne ne peut me comprendre. Effectivement, d'autres personnes ne portent pas la même maladie et ne peuvent pas savoir ce qu'il endure. Mais il est sûrement pas seul et ces autres personnes ont sûrement aussi leur souffrance à eux que nous, on ne peut pas comprendre. Hein? Donc, c'est juste dire, effectivement, personne n'est à l'intérieur de nous, mais nous savons tous nos différences, les uns et les autres, et nous sommes finalement tous pareils, c'est-à-dire des êtres humains qui pouvons souffrir. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait l'idée aussi de se rassembler ensemble via l'association pour se comprendre dans nos différences quelque part et se soutenir comme on le peut. Voilà. Euh, C'est ça, effectivement, parce que l'autre fois, on avait parlé de ça. Et le fait de se dire, voilà, dans les conseils, il y a déjà cette façon de voir les choses, mais il y a aussi le fait que, du coup, ça suppose de regarder autour de soi et de se dire, on peut se réunir, on peut aussi ne pas s'isoler, comme je disais, ne pas être dans le repli de soi, à se dire, de toute façon, je suis seule, personne ne peut me comprendre. Il faut, voilà, ouvrir des portes, chercher le lien, rester en lien. Hein, voilà. Et c'est voilà, comme vous dites, la vocation de l'association. oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et donc, on vient d'avoir l'annonce hein, du reconfinement. Est-ce que vous avez des conseils, du coup, parce que je pense que les personnes atteintes de l'épidermolyse bulleuse peuvent se sentir déjà très enfermées, très isolées dans leur souffrance et dans leur combat dans cette maladie-là. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour vivre mieux ces temps compliqués, ces temps qui en rajoutent quelque part une couche de difficulté? Moi, j'ai envie de dire, c'est donner des rythmes, essayer de rester quand même actif. Évidemment, se permettre aussi le repos, le loisir, hein, de faire des choses qu'on aime, lire, regarder la télé, écouter la musique. Organiser des apéros conférences ou des réunions avec des amis par visio, prendre le temps de faire tout ce qu'on n'a pas fait dans l'année parce qu'on n'avait pas le temps, le tri, voyez, enfin voilà. Et un peu parce que quand on fait le tri de sa maison, on nettoie un petit peu aussi une partie de son âme, vous voyez, on parle l'esprit un peu plus léger. Ce qu'on n'avait pas fait ne nous encombre plus dans la tête. Donc, du coup, c'est se mettre à jour un peu avec soi-même. Le temps de confinement, c'est le moment de se retrouver. Hein, et puis, évidemment, de rester en lien avec les autres comme on peut. On va voir, donc, je n'ai pas eu le temps de regarder quelles vont être ces conditions du confinement, mais si les conditions le permettent, continuer à aller voir, faire les activités qui sont possibles. Si on a besoin d'aller marcher, je ne sais pas. Donc après, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas ce qui a été dit exactement, qu'est-ce qui va être possible ou pas, mais en fonction de ce qui est possible, ne pas s'interdire le possible en tout cas. Hein. Oui, et ça correspond aussi assez bien, je trouve, à l'idée que vous évoquiez tout à l'heure. C'est aussi accepter ce qui est, accepter les choses, peut-être effectivement faire le deuil des choses qu'on ne peut pas faire sur cette période donnée, mais de peut-être se concentrer aussi sur tout ce que l'on peut faire. Et même avec une maladie grave, il y a toujours des choses que l'on peut faire et qui peuvent apporter un petit peu de bonheur. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et puis, ben, si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui font des rendez-vous aussi par téléphone et par visio. Bien sûr. Donc, vraiment se tourner vers l'aide quand on n'y arrive pas tout seul. Est-ce que c'est normal d'ailleurs de ne pas y arriver tout seul et d'avoir besoin d'aide parfois? Bien sûr, bien sûr. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment où si on s'enferme dans sa pensée, et il n'y a pas vraiment cet effet de feedback, c'est-à-dire de pouvoir élaborer un peu, voilà, ce qu'on pense. On peut se renfermer dans des idées négatives, dans des discours où on peut se détruire, hein, s'autodétruire. Donc c'est important de pouvoir, avoir un retour de ce qu'on pense. On n'est souvent pas très objectif avec soi-même, hein. Je le perçois souvent chez les adolescents qui ont tendance, à se regarder dans le miroir et se focaliser sur la partie de leur corps qu'ils n'aiment pas. Alors qu'ils s'oublient que nous, quand on les regarde de manière intégrale, harmonieuse, tels qu'ils sont. Mais eux, quand ils regardent dans le miroir, ils vont voir que
l'oreille qu'ils n'aiment pas, ou le nez qu'ils n'aiment pas, ou le menton qu'ils n'aiment pas, ou la dent qu'ils n'aiment pas. Et comme aussi, ils s'étaient réduits à ça. Et je me dis, c'est très, très important de se dire, quand on parle à nos amis, qu'est-ce qu'ils nous disent nos amis? Non, mais tu es très belle comme tu es, tu as vu tes cheveux et tu as vu tes yeux. Bah oui, parce que les autres ne nous voient pas forcément comme nous, on se voit. Du coup, voilà l'importance de trouver de l'aide, d'avoir besoin de parler. C'est parce qu'on sait très, très bien pertinemment que tout seul, on a souvent tendance à s'accabler. Voilà. Oui, on tourne en rond, on est toujours sur les mêmes idées. Ça me fait penser au petit vélo le soir quand on essaye de s'endormir et qu'on ressasse des moments de la journée où on a vraiment l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Oui. Et oui, je voulais quand même vous demander, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question, est-ce que ça marche, Pardon. je vous en prie. Est-ce que ça marche aussi bien les séances en visio et au téléphone que quand on voit quelqu'un en présentiel? Alors, je ne vous cache pas que ma, ma pratique a beaucoup évolué avec le confinement de mars. J'ai toujours privilégié les séances en présentiel. Euh, voilà, parce que, bon, parce que ça avait toujours été possible. Avec le confinement, on a découvert que c'était possible de faire autrement, que ce n'était pas inintéressant, que pour certaines personnes, c'était même préférable, hein, parce qu'il y a certaines personnes bon, pour lesquelles ce n'est pas possible de se déplacer, pour des raisons diverses et variées, et que c'était toujours mieux que rien. Donc voilà, donc partant de ces principes-là, je me dis, c'est tout à fait légitime. Voilà, ça peut tout à fait se comprendre. C'est mieux que rien, hein, c'est toujours aidant, mais moi, je dirais toujours, si on a la possibilité d'aller en cabinet et qu'on trouve le psychologue en cabinet, on privilégie à la visioconférence ou au téléphone. Mais quand on ne peut pas faire autrement ou qu'il nous faut ce moyen-là et qu'on ne peut pas faire autrement, non, parce que moi, ça m'arrive par exemple d'avoir des patients agoraphobes. Donc, le temps de la thérapie, des fois, c'est impossible pour eux de sortir. C'est un des exemples, hein, mais il y a d'autres raisons. Il y a des personnes avec des handicaps moteurs qui ne peuvent pas, à leur convenance, aller en séance, ou il y a des personnes âgées. Voilà, donc je veux dire, il y a des raisons diverses et variées pour lesquelles on ne peut pas se rendre au cabinet. Donc, je me dis, donc voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le confinement de mars, et du coup, maintenant, ça me paraît légitime. Après, si vous me demandez, je trouve que c'est toujours tellement mieux la vraie rencontre, hein, pouvoir physiquement voir la personne. Parce que là, vous voyez, en visioconférence, on est réduit à cette partie haute de notre corps, mais tout notre corps parle, nos pieds parlent, nos jambes parlent. Et quand on a un patient en face, on voit tout son corps, on voit comment il réagit avec son corps. Et le patient voit aussi le psychologue de haut en bas, de la tête aux pieds. Donc, il y a quelque chose qui se perd malgré tout. Mais ça se fait et ça reste une aide. Oui, voilà, ce sont des modalités différentes, mais ça peut être vraiment bien aussi pour les personnes qui souffrent et qui ont un planning très chargé avec ces pathologies-là, Bien des sûr. 2 heures de soins, 3 heures de soins, donc ça serait un déplacement supplémentaire. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui peut-être ne mettent pas ce genre d'aide en place parce que logistiquement, c'est trop compliqué. Donc peut-être que ça libère un tout petit peu en termes en termes pratiques, au moins sur le temps de déplacement, par exemple. Donc, mais ça peut tout à fait être, pourquoi pas, envisager un premier pas pour après des séances en présentiel par ailleurs, hein. Il faut pas je Tout pense, à se fait. restreindre ou se limiter, mais ne pas hésiter Mhm. à demander de l'aide. C'est aussi un des grands thèmes, une des grandes missions, hein, pour lesquelles on est là à des bras. On est là pour se mobiliser pour aider. Donc, il ne faut pas hésiter à demander cette aide. D'autres personnes qui se demandent souvent, est-ce qu'on devient dépendant d'un psychologue? Est-ce qu'après, on peut plus s'en passer toute sa vie et qu'on devient complètement dépendant de cette personne? Alors, donc, moi, il me semble très, très important de dire que notre formation tend plutôt à lutter contre l'emprise. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention aux pseudothérapeutes, à ces personnes qui font ça pour vraiment
Voilà, je ne sais pas ce que faire, je ne veux plus faire du commerce, donc je vais m'improviser thérapeute et je vais aller aider les gens. Et du coup, voilà, il faut vraiment, vous voyez, il faut toujours éviter les relations d'emprise. Je me dis, pour moi, c'est très, très important de se dire, on a un engagement d'un travail sur soi, on est là parce qu'on veut aller mieux, parce qu'on cherche à aller mieux, voilà. Mais quand je sens que j'ai plus besoin de cet espace, j'ai le droit de partir. Alors, pour certaines personnes, c'est plus long pour d'autres, parce qu'on n'a pas tous eu la même vie, les mêmes relations à l'autre, la même enfance. Donc, pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps que l'autre. Mais pour nous, la réussite de notre travail, c'est quand le patient nous quitte, parce que ça veut dire qu'il n'a plus besoin de nous. Ça veut dire qu'il vole de ses propres ailes. Donc, c'est le but. Hein, voilà, c'est donc voilà, et de toute façon, nous, le travail, c'est que l'autre aille mieux, mais nous, on ne peut pas le vouloir à sa place. Le travail de patient, c'est de se mettre au boulot, d'aller mieux, d'aller bien, lui. Et si on va chez le psy, c'est parce qu'on a envie de sortir de sa souffrance. Hein, on ne va pas chez le psy pour parler pendant des années et des années et des années de sa souffrance, ça allait mieux. Sinon, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas aller chez le psy en ayant l'illusion de faire un travail et ne pas le faire, parce que ça ne servira à rien. Hein, puis on perdrait tout notre temps, entre guillemets. Vous voyez, voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut devenir dépendant? Certains patients ressentent ce type de dépendance, de se dire, je ne peux pas me passer de vous et tout ça, mais on les amène plutôt à réfléchir sur le fait que si, justement, ils peuvent, hein, il faut qu'ils trouvent cette force en eux. Hein. Alors, je pense que quand on a été très, très, très protégé dans l'enfance, on peut plus facilement faire une relation transférentielle vers le psy et la protection et avoir plus de mal à le quitter. Mais justement, là, il y a un travail de fond à faire sur la relation de dépendance à l'autre. Hein. Ouais. Oui, voilà. Et c'est quand même, Ouais. c'est important ce que vous disiez, c'est quand même l'objectif du professionnel. Le professionnel a atteint son objectif quand le patient va mieux et donc il n'a plus besoin de son aide. C'est ce que disait aussi l'infirmière lundi dans le webinaire sur l'hypnothérapie. C'était la même chose. C'est de rendre la personne autonome. C'est vraiment l'objectif. Ce qui est très intéressant Mhm. et rassurant, effectivement. Mais avec l'importance de ne pas se tourner vers des personnes qui ne seraient pas formées. Et à ce moment-là, ça peut devenir effectivement dangereux, si j'entends bien ce que vous dites. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes aussi, vous également, en formation, en doctorat actuellement. Hein, donc, vous Oui, continuez, les professionnels, à vous former constamment. oui. Mais en fait, voilà, j'ai repris mes études après. Alors, j'étais diplômée depuis 2000. J'avais fait un DU en 2010 et en 2019, j'ai voulu reprendre mes études. Et là, voilà, je m'intéresse aux troubles des apprentissages, mais d'un point de vue clinique, c'est-à-dire je sors de les sphères uniquement cérébrales et, vous voyez, dysfonction cognitive pour m'intéresser aux affects de tous les apprentissages. Qu'est-ce qui vient faire qu'à un moment donné, on se fâche avec l'apprentissage? Voilà. Mmh, Très intéressant. mmh. Du coup, ça fait le lien avec la thématique suivante sur l'âge. Est-ce que c'est possible de faire un travail en psychologique avec des enfants et à partir de quel âge? Alors, moi, je peux faire, donc dans mon expérience professionnelle, je prends des enfants à partir de 3 ans. Avant, c'est des séances mère-enfant. C'est-à-dire quand une maman, c'est question de son bébé ou de son enfant de 2 ans, on va systématiquement s'occuper du couple mère-enfant. Savoir, voilà, où est-ce que ça est venu s'est noué, hein, le problème dans la relation, pourquoi le petit va pas bien, qu'est-ce qui vient bloquer et voilà. Donc on va mère-enfant parce que bon, les tout petits sont très dépendants de leur maman, mais ça peut évidemment être aussi mère, père, enfant, hein, d'ailleurs, je reconnais souvent que le papa soit présent, hein. Voilà, mais voilà. C'est souvent qu'on a les mamans parce que le papa, il travaille et la maman dans les enfants quand les enfants sont en bas âge, la maman, de manière statistique, est plus souvent, à s'occuper de l'enfant, et donc voilà. Mais effectivement, avant les 3 ans, c'est des séances plutôt famille-enfant et à partir de 3 ans, l'enfant peut déjà avoir ses petites séances en lui en fonction
voilà, des motifs de consultation. D'accord, oui, mais c'est intéressant que l'enfant soit quand même intégré s'il y a le besoin avec le parent ou les parents avant 3 ans. C'est très, très intéressant. Et Après, juste pour préciser, hein, et ça, c'est en cabinet. oui, La réalité, en visioconférence avec les enfants est autre. Parce que, oui, parce que les séances avec les enfants passent souvent par, une partie de ce que l'enfant il peut dire, s'il est à l'aise avec la parole, mais, ça va passer beaucoup par le jeu et par les dessins. Parce que c'est la façon que l'enfant a de s'exprimer et de nous raconter son inconscient. Ceux qui le travaillent, ceux qui le questionnent, c'est à travers le jeu et les dessins. Du coup, par visioconférence, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Vous voyez? Faire dessiner l'enfant, cette interaction dans le jeu, voilà. Donc, là, effectivement, quand on est avec des enfants en bas âge, ça va souvent plutôt être des rendez-vous famille. oui. Mmh. Il me semble que parmi nos adhérents, il y a des personnes qui font appel à des psychologues en visio pour des enfants, mais qui sont sans doute un peu plus âgés et beaucoup Mmh. plus à l'aise avec enfin, qui peuvent passer Voilà. beaucoup plus par la parole. Et encore une Ouais. fois, ça dépend aussi énormément de l'enfant et de son développement, j'imagine. Donc Mmh. après, ça se passe beaucoup au cas par cas, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, hein. Moi, je peux avoir des enfants de 3 ans qui parlent, de manière très, claire, avec beaucoup de vocabulaire et des petits qui, à 3 ans, ils sont toujours pas émergés dans le langage et qu'on ne peut faire autrement que par les dessins. Donc c'est vraiment au cas par cas, effectivement. Mmh. Oui. Donc encore une fois, si vous pensez, vous, que vous avez besoin d'aide, ne restez pas enfermé, vous trouverez la modalité qui correspond à votre cas. Petite question sur la confidentialité. Est-ce qu'il y a une clause de confidentialité de ce qu'on peut partager en séance? Bien sûr, ça fait partie de notre cadre, de notre déontologie, hein. Tout ce que vous dites à un psychologue reste chez le psychologue. Sinon, ce serait une faute professionnelle. Donc, il peut y arriver, hein, dans des fois comme ça, si vous achetez un livre de psychologie, qu'un psychologue fasse référence à un cas clinique, et ben, ça sert à toujours de façon à ne jamais pouvoir identifier la personne. Donc, c'est les partages des cas cliniques qu'on peut trouver dans le livre, des fois, vous voyez, c'est toujours, sous site, c'est anonyme et beaucoup des parties de la réalité, comme le lieu d'habitation, l'âge et tout ça, qui sont changés pour que la personne ne soit jamais identifiée. Voilà. Mais de toute façon, voilà, à part de ces moments-là, quand on peut parler de certaines expériences cliniques de certains patients, ça se fait toujours de manière anonyme, parce que tout ce qu'on dit au psychologue reste un secret. Oui, donc ça c'est très important. Et encore une fois, je pense que Pour le ça, psychologue, attention. Le patient, lui, ce qu'il dit au psychologue, après, ça lui appartient. Ou ce que le psychologue lui restitue de la séance, ça lui appartient aussi. Il a le droit de partager s'il le veut oui, aux autres. Voilà, c'est un secret pour le psychologue. Voilà. oui, voilà, oui, oui, tout à fait. Euh, et on a donc une question d'une participante qui nous demande si les papas sont aussi nombreux que les mamans à consulter. Est-ce qu'il y a une tendance dans... De plus en plus, je trouve que les papas commencent de plus en plus à m'appeler pour amener leur enfant en consultation, pour poser des questions sur la parentalité, pour les accompagner au rendez-vous. C'est vraiment un phénomène qui me surprend agréablement. Et il y a de plus en plus de papas qui se sentent concernés par ce qui arrive à l'enfant, par la prise en charge diverses et variées. Donc voilà. Alors en pourcentage, je dirais, ça reste toujours plus les mamans, peut-être par rapport à leur emploi du temps, par rapport, voilà. Mais je vois de plus en plus de papas, effectivement, prendre ces choses en charge également. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez partager des expériences. On a une autre personne sur Facebook qui nous remercie, qui remercie pour les conseils, qui trouve que ça a été très utile. Donc, comment on fait pour prendre soin de son moral? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Alors, comme on disait un peu tout à l'heure, rester entouré, faire des choses qu'on aime bien faire, hein, et un peu, je dis, quand on a perdu le goût, quand on est un peu dans une période
et un petit peu déprimé, on va dire. Je dis dépression, j'aime pas ce mot, c'est trop connoté. On peut tous avoir des moments on peut des fois être vraiment en dépression, mais des fois, on peut tout simplement être triste, avoir un peu, voilà, se sentir un peu pas trop à son assiette, on va dire. Et ça ne veut pas dire que ça n'ira pas mieux une semaine après, vous voyez, ou quelques jours après. Mais quand on n'a pas le moral, on va dire, quand on se sent un petit peu déprimé, je pense que c'est très, très important. Un peu, vous voyez, comme quand on n'a pas d'appétit. On ne peut pas arrêter de manger. C'est important de manger. Si on arrête de manger, on se met en péril. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller manger des choses qu'on aime bien, des choses qui nous font envie. Hein, parce que c'est plus facile de retrouver l'appétit en mangeant à nouveau, en renouant avec ce plaisir de manger. Donc, je me dis, quand on ne se sent pas bien, quand on n'a pas le moral, on fait ce qu'on aime faire, ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas violence. On évite d'être en lien à ce moment-là avec des personnes qui ont tendance à nous accabler ou à nous stresser. Voilà, on essaye de mettre un petit peu de distance pendant quelques temps, le temps de se sentir mieux. Et on va plutôt essayer de se poser la question, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que voilà. Hein, donc, un peu, voilà, je donne cet exemple du manger parce qu'on s'est dit, voilà, la question du moral, c'est une question un peu des fois de la joie de vivre, et voyez, et donc de l'avidité avec la vie, un peu comme l'avidité, voilà, alimentaire. Ouais, c'est une très belle image. Avoir goût à la vie j'ai l'impression que ça donne aussi l'idée d'essayer de rétablir un équilibre quand il y a beaucoup de choses qui semblent être négatives. Il faut privilégier tout ce qui peut être positif qu'on peut trouver pour essayer de retrouver un peu l'équilibre. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Peut-être une dernière thématique qu'on pourra aborder ensemble. C'est ce que je voulais évoquer, c'est un peu le cercle vicieux entre j'ai beaucoup de plaies, j'ai beaucoup de douleurs physiques, j'ai beaucoup de symptômes, et du coup, j'ai pas le moral, ou inversement, j'ai pas trop le moral, donc j'ai beaucoup de plaies, et cette espèce de cercle qui s'auto-nourrit comme ça. Si vous avez un peu des conseils supplémentaires ou est-ce que ça se rejoint à ce qu'on a déjà dit peut-être? Alors, c'est très important, on a toujours, enfin toujours, on sait de plus en plus, on est de plus en plus conscient dans la société que on le sait depuis la psychiatrie classique, mais je pense qu'aujourd'hui les médecins donnent plus de la légitimité à l'impact que le psychique a dans le corps. Hein. Aujourd'hui, nous savons beaucoup plus de médecins que nous savons les patients parce qu'ils savent très bien que leurs maladies chroniques et leurs douleurs chroniques sont aggravées avec leur état d'esprit. Alors, s'ils sont passés, ils ont des problèmes de famille, s'ils sont rompus avec leur relation de couple, s'ils ont perdu leur travail, ça va accentuer leur douleur ou leur eczéma ou leur, vous voyez ce que je veux dire, chacun, voilà. Donc, pour les épidermolyses bulleuses, je pense qu'il peut y avoir aussi des fois des moments où la douleur ou l'insupportable de la peau est accrue avec les sentiments et les émotions. Donc, je vais donner une petite image. Un jour, je trouvais, enfin c'est un peu personnel, mais ça me fait rire parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Et quand mon fils était petit, il avait tendance à beaucoup pleurer et se plaindre des petits bobos. Et un jour, il était invité à une fête, il était petit, il disait qu'il avait une amoureuse, il était tout content, tout content, tout content d'y aller. Et en arrivant là-bas, il est tombé et il s'est fait extrêmement mal, comme jamais il s'était fait. Il s'était arraché toute la peau de la jambe, mais vraiment mal, 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 mal. Et c'était vraiment, tu avais mal à sa place. Et lui, qui était plutôt très douillette quand il était petit, et bah, il s'est relevé. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas mal. Et il n'a pas pensé du tout à sa douleur. Il a passé une super belle journée, alors que je suis sûre qu'il devait quand même avoir un peu mal. Mais il a réussi à faire abstraction de cette douleur tellement il passait un bon moment et tellement il avait envie de passer un bon moment. Et je me dis, voilà, il y a des moments dans notre vie où on a cette capacité à prendre sur nous et il y a des moments dans la vie où on ne peut pas. Et il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire que c'est parce que je suis faible, c'est parce que… Non, il y a des moments dans la vie où quand il y a beaucoup trop de problèmes dans notre tête, on se sent beaucoup plus vulnérable, mais notre corps aussi.
Super, un très, très bon exemple qui correspond très bien à la problématique de nos enfants papillons. Et oui, très, très bel exemple aussi du pouvoir du mental, hein, n'est-ce pas? De l'influence du mental, mais sans jugement. Effectivement, il faut pas. On a tendance, je crois, à être parfois très, très dur envers soi-même, à vouloir aller mieux, se dire oh là là, pourquoi je vais pas bien, je devrais être plus fort, je devrais être plus résilient, être plus résistant. Euh, et c'est aussi quelque chose à accepter parfois. C'est OK, c'est humain, comme vous le disiez, et c'est OK d'avoir besoin d'aide. Et on est tous là les uns pour les autres. Est-ce que je crois qu'il n'y a pas de questions ou de commentaires final. Je vais vous proposer de finir là-dessus, si cela vous va. Vous voulez dire un petit mot de la fin, Brenda? Eh ben, que je suis là pour Debra France, que vous n'hésitez pas à faire appel, voilà, à Debra pour qu'elle vous mette en lien avec moi. Ça peut être pour un premier contact, savoir comment ça fonctionne, comment trouver le bon psychologue, celui qui va vous correspondre, parce que des fois, il y a aussi cette question. Souvent, les gens se disent, mais qui est le bon, qui pourrait, voilà. C'est vrai que c'est un peu comme une chaussure à son pied. Il y a des fois, on essaye, ça colle pas. Donc, il faut se dire que l'important, c'est de ne pas se décourager. Si on sait qu'on a besoin d'une aide extérieure, c'est pas parce que la première démarche ne nous a pas convaincus et du coup, il faut laisser tomber. Hein. Il faut plutôt, voilà. Alors, je suis là pour répondre à toutes ces questions-là, s'il y a besoin. Voilà, donc je peux être cette psychologue du premier recours, le temps de trouver l'espace qu'il faut, mais je peux être aussi cette personne qui vous accompagnera pendant plusieurs séances, le temps qu'il vous faudra. Donc après, voilà, c'est au cas par cas. En tout cas, je vous trouve tous très courageux, hein, parce que je sais que c'est pas toujours facile et que vous gardez quand même souvent le sourire et que vous vous battez pour vivre et que vous battez les ailes pour continuer à vous envoler. Et donc, continuer les projets, toujours, toujours, toujours avoir des projets. Ah, parce que c'est ça qui fait que bah, on sait qu'il y a le moteur de la vie qui est là. Hein. Alors, attention, les projets qui se réalisent ou pas, ce n'est pas le problème, mais de se projeter dans la vie. Hein. Voilà. Merci, merci infiniment, c'est très très beau. J'en profite pour dire un petit mot. On est en train de constituer un groupe de jeunes. On va essayer de mettre en place des réunions régulières environ une fois par mois avec un groupe de jeunes, peut-être des plus de 15 ans, 14-15 ans, pour essayer d'aider sur cette période qui n'est pas facile du développement de l'adolescence. Donc, il y aura des informations par mail et via Facebook. N'hésitez pas à nous contacter, contact@debra.fr si jamais vous ne recevez pas l'information et que vous seriez intéressé pour rejoindre ce groupe dont il n'y a pas encore de date, hein, qui est encore en création. Merci infiniment Brenda, merci à tous les participants. Je pense qu'on a eu de la concurrence ce soir parce que Monsieur Macron a eu un plus fort audimat que nous, je n'en doute pas. Mais l'enregistrement sera disponible. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions dans l'enregistrement. Je les transmettrai avec plaisir à Brenda Triana. Je vous mettrai toutes les informations aussi pour pouvoir prendre rendez-vous en commentaire de la vidéo. Je compte sur vous pour continuer à faire du bruit toute cette semaine. C'est la semaine de la sensibilisation de la maladie, de faire connaître cette maladie, continuez vos partages, les créations des merveilleux papillons. Demandez à tous vos proches de venir cliquer sur j'aime sur notre page Facebook. Hein. On a toujours cet objectif des 3000 j'aime. On a déjà plus de 100 nouveaux j'aime cette semaine, donc c'est vraiment très très chouette. Et demain soir, on se retrouve pour le webinaire Plaies, cicatrisation et pansement à 20h. Et voilà, courage et continuez à battre des ailes les papillons. À très bientôt.